Bienvenue dans Légendes sanglantes, le podcast où nous explorons les histoires étranges qui hantent nos villages, nos villes, jusqu'aux lieux les plus lointains. Ces histoires, certains les appellent mythes, légendes urbaines ou encore creepypasta. Passionné de cette tradition orale du conteur, j'ai pendant des années été à la rencontre de personnes et tendu l'oreille pour entendre ces histoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de les retranscrire pour vous. Pour ce premier épisode, nous allons découvrir une histoire troublante qui va vous faire voyager. Elle s'appelle Les Fraudés de la Réunion. C'est une histoire de défi, de cupidité et de diablerie. Je ne suis jamais allé moi-même sur l'île de la Réunion, mais j'ai de nombreux amis qui en sont originaires. D'autres même qui y sont en ce moment même, prêts à faire la diagonale des fous dans quelques jours au moment où j'enregistre. En tout cas, cette histoire m'a été racontée par l'un d'eux, comme vous allez le voir un peu plus tard. D'abord, commençons par le commencement. Avant d'entrer dans la noirceur de cette histoire, savourons un instant d'exotisme. L'île de la Réunion, joyau de l'océan Indien, se dévoile comme un mystère flottant. Avec ses paysages à couper le souffle, elle est dominée par des volcans majestueux dont le piton de la Fournaise, l'un des plus actifs au monde. L'île de la Réunion propose un décor à la fois sauvage et enchanteur, où la nature semble avoir gardé ses secrets les plus sombres. La culture réunionnaise, un mélange d'influences africaines, indiennes, chinoises et européennes, tisse un riche patchwork d'histoires et de légendes. Parmi elles, des récits mystérieux de diablerie, où les ombres dansent sous la lune et des esprits errants hantent les forêts tropicales. Les villages pittoresques cachent des secrets oubliés, tandis que les plages de sable évoquent une beauté à la fois sereine et inquiétante. Dans cet écrin de beauté, la Réunion se révèle être un lieu où la réalité et le fantastique s'entrelacent, invitant ceux qui osent s'aventurer sur ces sentiers à découvrir les histoires cachées qui attendent d'être racontées. Cette histoire m'a donc été racontée par un homme que l'on appellera tonton. C'est réellement un tonton, un membre de la famille d'amis vivant à La Réunion et un réunionnais pure souche. Tout a commencé lors d'une soirée ensemble, alors qu'il nous rendait visite dans un petit village de l'Oise, notre petit village de l'Oise, bien loin de l'île de La Réunion. L'Oise, c'est à peu près à 50 km de Paris, donc effectivement, c'est quand même assez loin de La Réunion, quoi, pour ceux qui s'intéressent. Alors que minuit approchait et que mes copains et moi cherchaient une occupation pour continuer la soirée, tonton nous lança un défi. Bah, allez vous faire frauder, lâcha-t-il dans l'incompréhension générale. Tonton, face à notre ahurie et notre curiosité, décida de nous en dire plus. L'histoire des fraudés à La Réunion s'inscrit dans le folklore local. Selon cette légende, les fraudés sont des personnes qui, en quête de pouvoir ou de richesse, se rendent dans des cimetières à minuit. La légende veut que si on entre par effraction dans un cimetière à minuit pile, alors le diable apparaîtra et les visiteurs pourront le défier. Le but étant d'obtenir des forces occultes ou des capacités surnaturelles, voire de devenir invincible en cas de victoire contre celui-ci, afin de faire venir le diable une fois dans le cimetière à minuit pile. Le rituel se déroule avec des incantations murmurées et des offrandes laissées aux esprits dans une ambiance mystique. Le fraudage est une pratique clandestine qui suscite crainte et fascination. Les fraudés croient que pour réussir leur pacte, ils doivent montrer leur bravoure en affrontant le diable lui-même. Bien que l'histoire de Tonton nous semblait captivante, nous ne pouvions nous empêcher de la prendre à la légère. Tonton annonça alors qu'il ne fallait pas en rire, et qu'il connaissait quelqu'un pour qui l'aventure du fraudage avait mal tourné. D'après lui, cette histoire a eu lieu à la fin des années 90. À l'époque, Internet était encore balbutiant. C'était une nuit sombre, enveloppée d'un brouillard léger, quand Stéphane, la vingtaine, avec ses yeux pétillants d'excitation, a proposé une aventure à son amie Sarah afin de tromper l'ennui. Surtout, ce dernier vivait une période difficile, avec quelques pépins de santé et peu de rentrée d'argent. « Et si on allait au cimetière ce soir ?» a-t-il lancé, un sourire espiègle aux lèvres. Il avait entendu les anciens parler du fraudage, cette pratique qui permettait de devenir invincible et d'obtenir des pouvoirs qui pourraient lui être bien utiles. Au fond, il n'y croyait pas trop, mais si les anciens en parlaient, alors peut-être qu'il y avait un fond de vérité. Sarah, d'abord réticente, a vite été entraînée par l'enthousiasme de son ami, qui lui promit une aventure excitante et pourquoi pas quelques bonnes surprises. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'avoir des pouvoirs extraordinaires? À minuit pile, ils étaient donc là, devant les grilles rouillées du cimetière, les battements de leur cœur résonnant comme des tambours dans la nuit. Les étoiles scintillaient, mais l'atmosphère était chargée de tension. En entrant, la lune projetait des ombres dansantes sur les tombes anciennes, comme si des âmes perdues les observaient. Stéphane, déterminé, a commencé à murmurer des incantations qu'il a trouvées dans des vieux livres. « Il faut une offrande en tout cas, c'est ce que j'ai cru lire », a-t-il dit. Stéphane sortit une bougie de sa poche qu'il avait attrapée à la hâte avant de partir et l'alluma sur une tombe, comme un appel aux forces obscures. L'air était lourd et un frisson parcourut son dos.
Chaque bruit, chaque craquement de branches semblait venir de l'au-delà. Était-ce réel ou juste l'angoisse d'être dans un cimetière la nuit? Alors qu'ils se tenaient là, en attente de quelque chose d'inexplicable, une brise soudaine a soufflé, éteignant leur bougie. Un silence de mort a enveloppé le cimetière. Stéphane a blêmi et Sarah a senti une peur sourde s'insinuer en elle. Était-ce juste un coup de vent ou le signe que le diable les avait repérés? Malgré la peur, ils ont décidé de continuer. Pour affronter le destin et pour se donner du courage, ils ont commencé à se moquer des histoires qu'ils avaient entendues, évoquant des esprits vengeurs et des pactes avec le diable, mais au fond, ils savaient qu'ils jouaient avec le feu. Au fur et à mesure que les minutes passaient, l'angoisse grandissait. Soudain, des craquements au sol brisèrent le silence de la nuit, comme des bruits de pas. Sarah et Stéphane se figèrent, leur regard exprimant une panique palpable. Était-ce un animal, un esprit? Leur cœur battait la chamade alors qu'ils réalisaient que ce qui avait commencé comme un jeu se transformait en une véritable épreuve. Finalement, le bruit s'arrêta et paniqués, ils décidèrent de partir. Mais sur le chemin du retour, ils décidèrent de prendre une photo pour immortaliser ce moment qui leur permettrait de prouver qu'ils avaient tenté d'affronter le diable. Après tout, s'ils n'étaient pas venus, ce n'était pas leur problème. Eux, ils étaient là. Et ils pourront se vanter d'avoir eu ce courage auprès de leurs amis. Sarah posa donc son appareil photo numérique qu'elle avait emmené avec elle à quelques mètres devant eux et enclencha la prise de photo automatique. Je le rappelle, c'est un appareil photo numérique. À l'époque, ça commençait à exister, mais ce n'était pas encore des super trucs technologiques. Ce n'était pas les smartphones qu'on a aujourd'hui. Stéphane et Sarah prirent la pause, et au bout de 10 secondes, le flash jaillit. Sarah alla récupérer l'appareil et vérifia si la photo avait été bien prise. Alors qu'elle scrutait l'image, elle aperçut dessus deux étranges lueurs au-dessus de l'épaule de Stéphane, comme deux yeux félins jaunes et brillants. Elle pensa à des feux follets, mais avant qu'elle n'ait pu se rassurer, un cri transperça la nuit. C'était Stéphane. Elle leva la tête, mais son ami avait disparu. Elle l'appela en marchant les quelques mètres qui la séparaient de l'endroit où son ami se trouvait. Pas de réponse, mais une traînée au sol que Sarah suivit. La trace l'emmena jusqu'à une tombe colorée et recouverte d'offrandes. Elle examina l'endroit et découvrit avec horreur deux yeux ensanglantés. Ceux de Stéphane posés au milieu de la tombe. Avant de s'enfuir en courant, elle eut le temps de lire le nom écrit sur la pierre tombale. Sitaran. Avant que je vous parle de Sitaran, je voudrais quand même faire une petite anecdote un peu plus personnelle que cette histoire qu'on m'a racontée, que tonton m'a racontée. Il faut savoir que quand tonton nous a parlé de se faire frauder, au début, vous allez voir avec Sitaran et tout qu'on va voir après, que potentiellement ça se passe qu'à La Réunion. Mais nous, quand il nous l'a proposé, on s'est dit, ok, on y va, on va se faire frauder, on va devenir invincible, on va affronter le diable. On était jeunes et un peu teubés. Donc, avec des potes, on était 5, on est allé au cimetière du coin. Minuit pile, on arrive, on rentre dans le cimetière, et là, bon, il se passe rien, quoi. Il se passe rien. Donc on repart, on rentre à la maison, on va retourner voir tonton. On lui dit: «Tonton, on est allé au cimetière à minuit, il y avait pas le diable, ton histoire, c'est de la flûte, quoi». Tonton nous dit: «Ah mais non, c'est parce que il faut rentrer un par un. Faut pas y aller tous en même temps, sinon c'est de la triche, c'est trop facile». Ah! Bon, on a vu que Sarah et Stéphane, eux, à 2 ça marchait. Bon bref, OK. Donc on y retourne. On y retourne, un qui rentre, il se passe rien, 2 qui rentrent, il se passe rien, il sort, le troisième rentre, il se passe rien. Bon, il se passe rien. Donc on retourne. On dit à tonton: «On est rentré un par un, ça a pas marché». «Ah! Mais c'est normal, c'est parce que vous êtes rentré par où?» «Bah, on est rentré par la porte». «Ah non, faut rentrer par effraction, faut escalader le mur et cetera». Bref, à ce moment-là, on la nuit suivante, on n'est pas retourné, on a abandonné. On avait déjà essayé 2 fois, donc voilà. Donc pour dire que cette histoire, vous pouvez essayer d'aller vous faire frauder dans les cimetières de France ou je sais pas quoi. Je vous conseille pas trop, de rentrer dans les cimetières par effraction parce que déjà je crois que c'est interdit. En plus, on sait jamais et puis c'est super chelou. Donc ne le faites pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai tenté, c'était pas dingo. A priori, peut-être que ça se passe que à La Réunion, cette histoire de fraudage. En tout cas, peut-être dans un cimetière précis. Et c'est là où on va en arriver à Sitaran. Sitaran, un homme dont la mémoire continue de hanter les cimetières de l'île. Un criminel devenu icône, un sorcier au pouvoir mystérieux. Pour comprendre cette légende, il faut d'abord remonter le temps, jusqu'en 1858, année de naissance de Simikouza Simicourba, mieux connu sous le nom de Sitaran. Originaire du Mozambique, Sitaran est arrivé à La Réunion en tant qu'engagé. À l'époque, c'était un peu la suite des esclaves, quoi. Engagé, bon, c'était pas fou comme statut, quoi.
Mais son destin allait prendre une tournure bien plus sinistre. Fuyant la vie d'engagé, il rejoint une bande de criminels, dirigée par Pierre-Élie Calandrin et Emmanuel Fontaine, un autre malfaiteur notoire. Ensemble, ces trois hommes allaient plonger la Réunion dans une ère de terreur. Vols violents, cambriolages et pire encore, assassinats. Leur liste de crimes s'allongeait à mesure que la peur se propageait parmi les habitants. Ils furent accusés d'une série de vols avec violence et de 3 assassinats brutaux, ceux de Hervé Deltel et des époux Robert. En plus de les tuer, Sitaran a aussi bu le sang de ses victimes et l'a utilisé pour des rituels occultes. Ainsi, il obtint le surnom du vampire de la Réunion. Aussi, ce qui rendait la bande de Sitaran particulièrement redoutée, c'était le mélange d'armes et de magie noire qu'ils utilisaient pour semer la terreur. Car Sitaran n'était pas seulement un criminel, il était aussi issu d'une famille de sorciers au Mozambique. Et dans ces années sombres, il n'était pas rare que les malfaiteurs s'associent avec des sorciers africains ou indiens pour accroître leur pouvoir. Son complice, Pierre-Élie Calandrin, était fabricant de tisanes et surnommé le sorcier. Sitaran ne faisait-il qu'utiliser les compétences de Calandrin ou était-il doté de pouvoir? La vérité, a priori historique, ce serait vraiment Calandrin qui serait le chef et le sorcier. Et Sitaran plus le mec un peu pervers qui profitait de ça pour tuer, boire le sang, etc. et devenir celui qui allait devenir le vampire de la Réunion. Bon, le plus probable donc, c'est qu'ils utilisaient des recettes anciennes, des poisons végétaux, des rituels effrayants. Cela ne faisait qu'accentuer la terreur qu'ils inspiraient. Les victimes de Sitaran et de ses complices n'étaient pas seulement confrontées à la violence physique, mais aussi à la menace des maléfices, des sorts que l'on disait impossibles à contrer. Finalement, après plusieurs années de crimes, toute la bande fut arrêtée. Le procès qui suivit fit grand bruit. Le tribunal les condamna sévèrement, mais le chef de la bande, Pierre-Élie Calandrin, grâce à ses origines privilégiées, parvint à échapper à la peine de mort. Sitaran et Emmanuel Fontaine, quant à eux, ne furent pas aussi chanceux. Ils furent guillotinés le 20 janvier 1911. Mais c'est ici que l'histoire prend une tournure étrange. Car alors qu'on aurait pu penser que le nom de Sitaran disparaîtrait avec lui, il devint au contraire une figure légendaire. Après sa mort, Sitaran fut inhumé dans le cimetière de Saint-Pierre. Sa tombe, bien que simple à première vue, est rapidement devenue un lieu de culte. Peinte en rouge, couleur associée à la sorcellerie mais aussi à la déesse hindoue Kali, la déesse de la destruction et de la mort, la tombe de Sitaran attire encore aujourd'hui les curieux, les superstitieux et surtout les adeptes des pratiques occultes. Le jour, le cimetière de Saint-Pierre paraît paisible, mais la nuit, c'est une toute autre histoire. Une fois les grilles du cimetière fermées, les adeptes de Sitaran escaladent les murs pour s'y introduire clandestinement. Voilà. Ça, je l'ai su après, hein. Du coup, si on avait su tout ça avant, peut-être qu'on aurait su comment se faire frauder. Bref, tonton, merci d'avoir dit les choses à moitié. Bon, ça a permis d'enquêter et de faire cette vidéo. Je rigole, tonton. Hein. Big up. Hein. Bref, les adeptes de Sitaran escaladent les murs pour s'y introduire clandestinement. Ils se rassemblent autour de la tombe, jouant des instruments de percussion qui résonnent dans l'air nocturne. Des bougies s'allument, des tissus rouges sont déposés en offrande, ainsi que des cigarettes et des verres de rhum. Mais ce n'est pas tout. Dans le sable de la tombe, ces disciples enterrent des objets étranges et inquiétants, des couteaux, des sachets contenant des poisons, des photos de leurs ennemis et même des poupées percées d'épingles. Ces rituels exécutés dans l'obscurité sont destinés à invoquer le pouvoir posthume de Sitaran, pour réaliser des maléfices ou exaucer des vœux. De nombreux envoûteurs et sorciers locaux invoquent son esprit lors de rituels de magie noire. On prétend que tous ceux qui envisagent de commettre un crime, un hold-up, un détournement d'héritage, un meurtre, se rendent la nuit au cimetière de Saint-Pierre pour prier sur la tombe de Sitaran, espérant que son esprit démoniaque soutienne leur sinistre projet. Parmi les histoires terrifiantes qui entourent son culte, l'une des plus marquantes est celle de cet homme qui un soir planta un couteau de boucher sur la tombe de Sitaran. Ce même couteau, il l'utilisa ensuite pour assassiner sa maîtresse en plein jour devant 10 000 personnes lors d'un spectacle de variété sur la place de l'hôtel de ville. Le meurtre, aussi brutal que public, porta la marque de la malédiction qui semble entourer la tombe du sorcier. Et ce n'est pas la seule histoire sinistre liée à son culte. On raconte aussi que Noël Clarel, un simple manœuvre, travaillant sur des fouilles archéologiques à la pointe du diable, fut conduit par une obsession morbide à commettre l'irréparable. Persuadé que la découverte d'un trésor enfoui à cet endroit nécessitait un sacrifice humain, il entraîna un jeune garçon de 11 ans dans une ravine et l'étrangla. Convaincu que ce meurtre, en accord avec les rituels liés à Sitaran, lui garantirait la richesse, Clarel poursuivit ses fouilles nocturnes, espérant que l'esprit du sorcier guiderait ses pas. Comment expliquer qu'un criminel, guillotiné pour ses actes atroces, soit devenu une sorte d'icône sur l'île? Certains disent que c'est à cause de ses pouvoirs de sorcier. D'autres y voient un symbole de rébellion contre le pouvoir colonial de l'époque. Pour beaucoup, Sitaran incarne cette figure du mal qui attire autant qu'elle terrifie. Et même si son corps repose désormais sous terre, son esprit, lui, semble encore rôder. Les adeptes qui se rassemblent autour de sa tombe croient fermement que Sitaran peut encore exaucer leurs vœux, leur apporter pouvoir et vengeance.
Ce culte autour de sa mémoire s'est transformé avec le temps en une véritable légende, où le criminel devient presque un mythe, une figure occulte. Le cimetière de Saint-Pierre est donc bien plus qu'un simple lieu de repos pour les morts. C'est un lieu de mystère, où les frontières entre les vivants et les morts semblent floues. La nuit, on murmure que des ombres dansent autour des tombes, que des voix chuchotent dans l'obscurité. Peut-être que parfois les esprits ne se contentent pas de rester là où on les a enterrés. Et si un jour vous passez près de ce cimetière, vous apercevrez une silhouette dans l'ombre, prenez garde. Peut-être que Sitaran, le sorcier guillotiné, n'a jamais vraiment quitté cet endroit. Si la tombe de Sitaran semble être un lieu obscur, l'histoire ne raconte pas vraiment si Sitaran entretient un lien direct avec les fraudés et si cette pratique qui permettrait d'affronter le diable ne peut s'exécuter uniquement qu'au cimetière de Saint-Pierre. C'est fini pour ce premier épisode de Légendes sanglantes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner. Et mais, en faisant le montage, j'ai revérifié les photos qu'on avait prises le jour où on s'était fait soi-disant frauder dans le cimetière de l'Oise. Et regardez ce qu'on voit. Et si le diable existait vraiment? Si l'histoire des fraudés était une légende qui pouvait avoir lieu dans n'importe quel cimetière, partout. Et aussi, si vous êtes de La Réunion ou pas, mais que vous connaissez un petit peu l'histoire des fraudés, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement sur les réseaux, sur internet. Voilà, moi, c'est des histoires qu'on m'a racontées. J'ai un peu recollé les morceaux entre Citaran, les fraudés, les expériences qu'on a vécues, et cetera, les histoires qu'on a racontées. Donc j'ai essayé de lier tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un lien. Si vous avez, plus de précisions, on peut refaire une deuxième vidéo, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à rajouter. Si, il y a pas de lien, bah, non plus. Moi, voilà, c'est là où l'enquête jusqu'ici m'a mené. Alors je vous dis à bientôt et ciao!